Le signal d'alarme de l'Ukraine. Personne ne viendra se battre pour vous aussi bien que vous-même, mais La nuit, ils fabriquent du matériel pour défendre leur pays. Chacun a sa stratégie, mais l'ennemi est le même. Les tensions montent rapidement le long de la mer Baltique. Aux frontières de l'OTAN, Estonie, Lettonie et Lituanie se préparent discrètement à un combat qu'elles espèrent éviter. Des avions de chasse de l'OTAN sont en attente, moteurs allumés, prêts à décoller en urgence. Lorsqu'un avion russe s'approche trop près. Des pilotes civils racontent que leurs signaux Global Positioning System disparaissent soudainement, brouillés par la guerre électronique russe. En Lituanie, les autorités ont même déclaré une zone d'exclusion aérienne près de la Biélorussie, après que des drones explosifs ont été aperçus, s'écrasant de l'autre côté de la frontière. Au sol, les armées se renforcent. L'Estonie garde ses jeunes conscrits en uniforme pendant presque 1 an. La Lettonie a rétabli la conscription, recrutant par tirage au sort. La Lituanie se prépare au service universel. Pourquoi ces pays se préparent-ils à se défendre contre l'empire dont ils faisaient autrefois partie? Mais surtout, ces petites nations ont-elles vraiment une chance face aux puissants géants? Nous dévoilerons bientôt la réalité que vous découvrirez. Mais les gens ne le feront pas, car YouTube ne met pas en avant des sujets aussi controversés, à moins que vous ne le forciez en cliquant sur le bouton j'aime. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, États baltes, bordent la mer Baltique au nord de l'Europe. Ils sont extrêmement importants pour la Russie et l'OTAN, et ce pour des raisons très importantes. Sur la carte, ils sont alignés comme 3 pierres de guet. L'Estonie, au nord, borde la Russie et fait face à la Finlande, de l'autre côté du Golfe. Juste en dessous se trouve la Lettonie, bordée à l'est par la Russie et la Biélorussie. Et enfin, tout en bas, se trouve la Lituanie, liée non seulement à la Biélorussie, mais aussi à l'enclave russe de Kaliningrad. Pour la Russie, les relations avec les pays baltes ont toujours été essentielles. L'accès à la mer Baltique était vital, car de là, la Russie pouvait atteindre l'Europe pour les routes commerciales et pour ses activités navales. Si la Russie dominait les États baltes, sa puissance navale et commerciale augmenterait fortement. Ce facteur géographique a poussé la Russie à envahir les pays baltes. Oui, vous avez bien entendu. La rivalité entre les pays baltes et la Russie date de plusieurs siècles, même sous l'Union soviétique, mais les habitants n'ont jamais laissé cette domination durer. Les États baltes sont des racines très profondes. Autrefois, cette terre accueillait des peuples finno-ougriens au nord et des tribus baltes au sud. En Lituanie, d'autres communautés, dont les Slèves, les Juifs, les Tatars et d'autres petits groupes, ont aussi rejoint. Ce mélange a apporté à la fois le commerce et une importance stratégique. Et au XIIe siècle, la Lituanie était devenue si puissante que l'histoire s'en souvient comme le Grand-Duché de Lituanie. Au XIIIe siècle, des chevaliers et des croisés allemands sont arrivés d'Europe. Ils ont commencé à répandre le christianisme dans la région, et petit à petit ont établi leur contrôle sur l'Estonie et la Lettonie. À cette époque, la Lituanie était la seule terre balte encore indépendante. Non seulement cela, mais elle devint si puissante en alliance avec la Pologne que les deux formèrent ensemble un puissant État connu sous le nom de Commonwealth polono-lituanien. Mais la géographie de la région la rend trop lucrative. Le contrôle de la mer Baltique offrait un accès crucial aux routes commerciales européennes et renforçait la puissance navale nationale. Qui allait la contrôler? Et quelqu'un avait les yeux rivés dessus. En 1558, le tsar Ivan le Terrible attaqua la Livonie, aujourd'hui l'Estonie et la Lettonie. Au début, la Russie prit le dessus, mais peu à peu la situation changea. Pologne, Lituanie, Suède et Danemark sont intervenus pour défendre la Livonie. Cela a changé la donne, et après environ 25 ans de combat, la Russie fut vaincue. Malgré la longue guerre, la Russie n'a pas conquis les nations baltes, mais l'histoire a continué. Au XVIIIe siècle, la Russie est rapidement montée en puissance. Pierre le Grand a mené la Grande Guerre du Nord contre la Suède, conclue en 1721 par le traité de Nystad. Selon cet accord, la Suède a dû céder des terres à la Russie. De vastes zones de la Baltique, notamment l'Estonie et la Lettonie, passèrent sous contrôle russe. À l'époque, la Suède dominait la Baltique, contrôlant l'Estonie, la Lettonie et des parties de la Finlande. Mais après le traité, la Russie est devenue la nouvelle maîtresse de la région. Grâce à ce traité,
La Russie a enfin obtenu un accès à la mer Baltique. Elle a bâti Saint-Pétersbourg sur la Neva, la nommant fièrement fenêtre sur l'Europe. La Russie pouvait ainsi commercer directement avec l'Europe. À la fin du XVIIIe siècle, les 3 États baltes passèrent tous sous contrôle russe. Cela s'est produit car la République des 2 nations s'affaiblissait, avec un roi et un parlement élus. Chaque grand propriétaire terrien avait un droit de veto. Un seul homme pouvait ainsi bloquer tout le processus décisionnel. Ainsi, le gouvernement fonctionnait difficilement, et adopter des réformes était quasi impossible. Cette faiblesse a ouvert la porte à la Russie, à la Prusse et à l'Autriche pour intervenir. Ils ont imposé leurs dirigeants, provoqué des révoltes et plongé la République dans le chaos. Finalement, lorsqu'elle était trop faible pour résister, la Russie, la Prusse et l'Autriche l'ont divisée en 3 parties. Lors de ce partage, la Lituanie et la majeure partie de la Pologne sont revenus à la Russie. À la fin du XVIIIe siècle, les 3 États baltes passent sous domination russe, mais cela ne dure pas. Au XIXe siècle, la Russie a voulu transformer totalement les États baltes. La langue, la culture et l'administration russe ont été imposées par la force. Mais cette pression a déclenché du nouveau. Les Baltes ont défendu leur langue, leurs chansons et leur identité. Lentement, dans leur cœur, un rêve a commencé à naître, le rêve de la liberté. Puis vint le XXe siècle. En 1914 débute la Première Guerre mondiale. D'un côté, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie formèrent les puissances centrales. Leurs adversaires étaient les puissances alliées, Grande-Bretagne, France, Russie, puis États-Unis, Italie et d'autres. Au début, l'Allemagne était puissante et occupa l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie durant la guerre. Mais à la fin de la guerre, l'Allemagne a été vaincue et forcée de se retirer des États baltes. Pendant ce temps, en Russie même, la révolution de 1917 avait tout bouleversé. Le tsar Nicolas II a été renversé, et après la révolution d'octobre, les communistes sont arrivés au pouvoir, plongeant le pays dans une guerre civile. Pour les États baltes, c'était le moment idéal. L'armée allemande s'était retirée, et le gouvernement russe était faible et en plein chaos. Profitant de cette occasion, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont créé leurs conseils nationaux et proclamé leur indépendance. L'espoir de la liberté était enfin devenu réalité, ou du moins, cela en avait l'air. La Lituanie a été la première à agir. Le 16 février 1918, son Conseil national a proclamé l'indépendance, affirmant la création d'un État libre et démocratique, distinct de la Russie. Ensuite, l'Estonie a déclaré son indépendance, et s'est proclamée république, le 24 février 1918. Malgré l'occupation rapide par les troupes allemandes, cette date est devenue le symbole de la liberté estonienne. Le 18 novembre 1918 à Riga, la Lettonie proclame son indépendance et forme un gouvernement provisoire. Au début, la Lettonie a dû combattre à la fois les forces allemandes et soviétiques, mais le rêve avait déjà pris racine. Fin 1918, les 3 États s'étaient proclamés nations libres, du moins pour l'instant. Après ces déclarations, chaque État a créé son gouvernement provisoire. Lorsque la Première Guerre mondiale a pris fin, les forces allemandes se sont retirées, mais une nouvelle menace est apparue, la Russie soviétique, déterminée à ne pas perdre leur liberté. Les nations baltes ont uni leurs forces lors de guerres d'indépendance et ont vaincu l'armée rouge. Une fois le combat terminé, ils ont construit les structures des États modernes, rédigé des constitutions, mis en place des parlements et créé de nouvelles institutions gouvernementales pour garantir que leur nation puisse survivre sans perdre leur identité. Dans les années 1920, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie avaient établi leur stabilité et indépendance. Pendant près de 20 ans, ils ont été des nations libres. La Pologne, après 123 ans de division entre la Russie, l'Allemagne et l'Autriche, a aussi retrouvé son indépendance lors de cette vague de changements. En 1939, une sombre ombre s'est abattue sur les États baltes. Cette année-là, Adolf Hitler en Allemagne et Joseph Staline en Union soviétique ont conclu un accord secret, le pacte Molotov-Ribbentrop. À cette époque, Hitler avait fait de l'Allemagne une dictature nazie et rêvait d'un empire. Staline dirigeait l'Union soviétique avec autorité, partageant la même ambition mais sous l'idéologie communiste. Leurs systèmes étaient opposés, l'un fasciste, l'autre communiste. Leurs objectifs étaient similaires, s'étendre, dominer, contrôler. En août 1939, ils ont secrètement convenu de se partager les territoires en cas de guerre en Europe. Cet accord secret attribuait les États baltes à l'Union des républiques socialistes soviétiques et partageait la Pologne en 2. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne par l'ouest, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Et seulement 2 semaines plus tard,
Le 17 septembre, les forces de Staline sont entrées par l'Est. En quelques semaines, l'indépendance de la Pologne avait disparu. Le pays fut divisé, l'Ouest annexé par l'Allemagne nazie, l'Est par l'Union soviétique. Après avoir envahi la Pologne, la soif de Staline ne s'est pas arrêtée. En 1940, l'Union soviétique a envahi l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Prenant le contrôle total, les forces soviétiques ont écarté les dirigeants locaux et installé des gouvernements fidèles mais no quoi, à Moscou. Ces administrations ont vite demandé à rejoindre l'Union soviétique, ce qui a été accepté. Tout simplement, les nations baltes sont à nouveau passées sous la domination soviétique. Mais les troubles étaient loin d'être terminés. Le 22 juin 1941, Hitler a rompu le pacte Molotov-Ribbentrop et a lancé l'opération Barbarossa, envahissant l'Union soviétique. L'Est de la Pologne et les États baltes étaient directement sur la route de l'avancée allemande. Les forces d'Hitler ont rapidement occupé ces territoires, et pendant un temps, il a semblé que les nazis allaient dominer la région. L'armée rouge soviétique a résisté farouchement. L'armée, nommée d'après le rouge du communisme, fut créée en 1918 pour représenter ouvriers et paysans russes. L'hiver rigoureux et la résistance soviétique ont freiné l'avancée allemande, permettant à l'armée rouge de se regrouper. Entre 1940 et 1944, sous l'occupation nazie, les États baltes ont subi des atrocités inimaginables. Les Juifs, les Roms et d'autres minorités ont été persécutés. Des milliers ont été exécutés, torturés, et des millions de vies innocentes perdues sous le régime nazi brutal et ses collaborateurs. En 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge soviétique a repris les pays baltes aux nazis. En juillet 1944, Vilnius, la capitale de la Lituanie, a été reprise. Le 22 septembre 1944, Tallinn, capitale de l'Estonie, repasse sous contrôle soviétique. Le 13 octobre 1944, Riga, capitale de la Lettonie, a aussi été libérée par les soviétiques. Entre juillet et octobre 1944, les trois nations baltes étaient de nouveau sous occupation soviétique. L'Union soviétique a alors pris le contrôle total et intégré l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie comme république soviétique. De 1945 à 1953, les États baltes ont vécu sous la dure domination de Staline. Toute personne critiquant l'autorité soviétique était arrêtée et envoyée dans des camps de travail en Sibérie. La plus vaste vague de déportation eut lieu en 1949 lors des déportations de mars, quand des centaines de milliers d'Estoniens, Lettons et Lituaniens furent envoyés au cœur de l'intérieur soviétique. Mais certains avaient des plans secrets pour renverser le régime. Pendant la répression, un mouvement de résistance secret, nommé plus tard les Frères de la Forêt, est né dans les forêts. Ces hommes et femmes courageux se cachèrent dans les bois et menaient des attaques de guérilla contre les soviétiques. Malgré leur courage, les politiques brutales de Staline et la puissance de l'armée rouge ont fini par écraser la majeure partie du mouvement. L'esprit de résistance persistait durant les années 1950. Après la mort de Staline en 1953, Nikita Khrouchtchev a pris le pouvoir et lancé la déstalinisation. Les prisonniers politiques ont été libérés et la vie culturelle balte s'est un peu assouplie. Les gens pouvaient parler leur langue, célébrer leurs traditions et recréer un sentiment communautaire. Malgré l'absence de liberté politique, les nations baltes restaient intégrées à l'Union soviétique. En 1964, Khrouchtchev fut évincé et remplacé par Léonid Brejnev, dont l'ère est appelée période de stagnation. Pendant le règne de Brejnev, des industries furent construites dans les États baltes, mais la plupart étaient conçues pour répondre aux besoins centraux soviétiques, plutôt qu'à la prospérité locale, laissant l'économie régionale dépendante de Moscou. De nombreuses populations russophones furent installées dans ces territoires, donnant aux habitants le sentiment que leur langue, culture et identité étaient menacées. Dans les années 1970-1980, l'Union soviétique paraissait forte, mais le mécontentement interne augmentait. En 1972, l'étudiant lituanien Romas Kalanta s'était immolé pour protester contre la domination soviétique, provoquant une vague de colère nationale. Dans les années 1970-1980, des dissidents, écrivains et intellectuels ont publié clandestinement des manifestes pour la liberté et les droits de l'homme. Ils ont pris des risques, mais leur message s'est diffusé. En 1975, les accords d'Helsinki ont mis en avant les droits de l'homme. Les militants baltes ont utilisé cela comme un outil contre le gouvernement soviétique, rappelant constamment au monde que l'Union des républiques socialistes soviétiques ne respectait pas ses promesses. Puis, un tournant est arrivé. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev est devenu le dirigeant de l'Union soviétique. Il a lancé les politiques glasnost, ouverture, et perestroïka, restructuration, donnant aux Baltes le courage de protester contre la domination soviétique.
En 1987, les mouvements indépendantistes prenaient rapidement de l'ampleur. En 1988, l'Estonie a lancé la Révolution chantante, réunissant des milliers de personnes chantant des chansons traditionnelles pour réclamer la liberté. Des mouvements comparables sont apparus en Lettonie et Lituanie. En 1989, la Voix balte fut un événement historique. Le 23 août marquant le 50e anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop. Une chaîne humaine de 601 km, soit environ 350 miles, a relié Vilnius en Lituanie à Tallinn en Estonie. Cette manifestation pacifique a envoyé un message clair au monde. Les peuples baltes n'accepteraient plus l'occupation soviétique. La volonté de liberté a grandi. En 1990, la Lituanie fut le premier État balte à proclamer son indépendance au Parlement. L'Union soviétique a refusé de la reconnaître et a imposé un blocus économique. En janvier 1991, les troupes soviétiques ont attaqué des manifestants à Vilnius, faisant de nombreuses victimes. Mais au lieu d'arrêter le mouvement, cette violence l'a rendu plus fort et plus déterminé. À la même période, l'Estonie et la Lettonie ont aussi proclamé leur indépendance. En août 1991, un coup d'État a visé Gorbatchev en Union soviétique. Les communistes ont tenté de s'emparer du pouvoir, croyant que ces réformes affaiblissaient l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le coup d'État a échoué en 3 jours, laissant le gouvernement soviétique gravement affaibli. Les États baltes ont affirmé leur indépendance à ce moment-là. En décembre 1991, l'Union soviétique s'effondra officiellement. L'armée russe partit et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie devinrent enfin indépendantes. Engagés vers la démocratie, ils veulent bâtir des pays modernes et autonomes après des décennies d'occupation et de lutte. Après leur indépendance et la stabilisation de leur démocratie, les États baltes ont modernisé lentement leurs armées et noué des alliances avec l'Occident. Après des années de lutte, ils ont compris que l'avenir est imprévisible et voulaient désormais le sécuriser. Cette fois, l'Occident a servi de garantie, ils ont contacté leurs dirigeants. Et finalement, les efforts ont porté leurs fruits le 29 mars 2004 lorsque l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont devenus membres de l'OTAN. Cette adhésion impliquait qu'en cas d'attaque contre l'un de ces pays, toute l'OTAN les défendrait. En d'autres termes, la Russie ne pouvait plus attaquer ouvertement les États baltes sans déclencher une réponse collective. Dès lors, tout a changé, y compris la géopolitique des pays baltes. Les 3 pays ont fêté leur sécurité retrouvée, tandis que la Russie avait un autre point de vue. À l'époque, le ministre russe Sergueï Ivanov affirmait que l'adhésion à l'OTAN était une grande préoccupation sécuritaire. Les États baltes, à la frontière ouest de la Russie, accueillent désormais troupes et armes étrangères via l'OTAN. La Russie dominait cette région depuis des années, mais l'expansion de l'OTAN menaçait ce contrôle. Les États baltes étaient désormais intégrés au cadre politico-militaire des États-Unis et de l'Europe, posant un défi stratégique important à la Russie. Les tensions entre la Russie et les États baltes s'accentuèrent, poussant la Russie à chercher à regagner de l'influence. En 2007, la Russie a lancé une cyberattaque majeure contre l'Estonie, considérée comme la première grande cyberguerre mondiale. L'attaque a débuté le 27 avril 2007 après la décision du gouvernement estonien de retirer le monument du soldat de bronze soviétique à Tallinn. En réponse, des hackers et des cybercriminels soutenus par la Russie ont lancé une attaque par déni de services distribués, ou attaque déni de services distribués contre les sites web du gouvernement estonien, des médias et des banques. Pendant 3 semaines, une attaque déni de services distribués mobilise des milliers d'ordinateurs dans le monde pour saturer un site web et le rendre inaccessible. Les services internet estoniens ont été perturbés plusieurs jours, interrompant les activités numériques normales. Pour la première fois, une cyberattaque a eu un impact massif sur tout un pays, ouvrant un nouveau chapitre de la guerre moderne, la cyberguerre. L'attaque a révélé une vérité brutale pour les États baltes. La force militaire seule ne suffisait pas. La sécurité numérique, la cyberdéfense et la coopération internationale étaient tout aussi essentielles. En réponse, l'Estonie et l'OTAN ont créé le Centre d'excellence pour la cyberdéfense coopérative, qui protège encore aujourd'hui contre les menaces cyber et renforce la résilience du pays face aux attaques numériques. Mais ils ont vite compris que cela ne suffisait pas, car la Russie a rapidement montré sa véritable puissance. En août 2008, le calme du Caucase a été brisé. Le 1er août, les séparatistes d'Ossétie du Sud, appuyés par la Russie, ont bombardé des villages géorgiens. Les soldats de la paix géorgiens ont tenté de réagir, mais leurs efforts, sporadiques et dispersés, sont restés inefficaces face à l'intensification des combats. Quelques jours plus tard, le 7 août, la Géorgie a riposté. Ils ont mené une opération militaire en Ossétie du Sud, prenant vite le contrôle de Tskinvali.
La réponse était immédiate et écrasante. Le 8 août, la Russie a envahi massivement la Géorgie par terre, air et mer. Les troupes russes ont vite étendu leurs actions en Ossétie du Sud et en Abkhazie, alors que des cyberattaques visaient les communications et infrastructures géorgiennes. En quelques jours, les forces russes ont avancé dans l'ouest de la Géorgie, capturant des villes clés comme Gori, laissant la Géorgie désemparée face à la situation. Le 12 août, un cessez-le-feu a été annoncé sous la médiation du président français Nicolas Sarkozy, apportant une pause précaire au conflit. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée là. Le 26 août, la Russie a reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, territoire que la Géorgie considérait comme sien. Les troupes russes ont commencé un retrait partiel, mais leur présence dans ces régions est restée, laissant les frontières de la Géorgie incertaines. Les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie observèrent de près. Pour eux, l'agression de la Russie était un signal d'alarme, pas un problème lointain. Ces petites nations ont vite compris que si la Géorgie, hors OTAN, pouvait être envahie si rapidement, les pays baltes étaient aussi vulnérables. Ils ont fermement condamné les actions de la Russie et réévalué en urgence leur sécurité nationale. L'adhésion à l'OTAN est soudainement devenue plus qu'un simple symbole politique, c'était une bouée de sauvetage. Les pays baltes ont réclamé des troupes OTAN permanentes, accéléré leur modernisation militaire et renforcé les exercices de défense collective et de déploiement rapide. En 2010, l'OTAN avait officialisé sa réponse, connue sous le nom d'opération Aigle Gardien. C'était un plan de contingence de l'article 5 créé pour défendre les États baltes et la Pologne en cas d'agression. 9 divisions de l'OTAN devaient être rapidement déployées, avec des centres logistiques en Pologne et en Allemagne. Des navires de guerre britanniques et américains renforçaient la présence navale en mer Baltique. L'accent sur la mobilité des troupes, la défense aérienne et le contrôle maritime est devenu central dans la stratégie régionale de l'OTAN. Dès lors, le paysage sécuritaire baltique a changé durablement. OTAN et États-Unis ont accru leur présence, permanente ou rotative, tandis que le renseignement, la cyberdéfense et les exercices conjoints sont essentiels à la défense balte. La guerre de 2008 en Géorgie avait envoyé un message clair. Dans un monde de conflits changeants, préparation, alliance et vigilance déterminent la survie ou la vulnérabilité. De 2010 à 2014, le ciel de la Baltique a connu une tension constante. Les avions militaires russes ont souvent violé l'espace aérien balte, s'approchant parfois dangereusement ou tentant des incursions non autorisées. C'étaient des manœuvres provocatrices, montrant que Moscou voulait tester l'OTAN et la détermination de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. L'OTAN a vite réagi. La mission de police aérienne balte a été élargie et intensifiée. Les avions de chasse ont été déployés plus fréquemment. Les patrouilles sont devenues routinières et les infrastructures des bases aériennes à travers la Baltique ont été modernisées pour permettre une réponse rapide à tout moment. La Russie n'est pas restée inactive. Sa marine a organisé de grands exercices près de la mer Baltique, augmentant la pression et signalant l'importance stratégique de la région. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Si vous vous demandez s'il faut lancer une chaîne YouTube ou sans visage, c'est le moment idéal. YouTube verse chaque jour des millions aux créateurs et met désormais davantage en avant les chaînes récentes et petites. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur la façon de commencer et de développer une chaîne. Nous recevons des questions par email tout le temps, de la part de certains d'entre vous. Et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube. En cliquant sur le lien dans la description ou sur l'affiche à l'écran. Les États baltes savaient qu'ils ne pouvaient tout simplement pas rester spectateurs. La conscription a repris. Les budgets de défense ont augmenté et la coordination avec l'OTAN est devenue prioritaire. Le partage de renseignements, les exercices conjoints et les exercices de préparation sont devenus une partie intégrante de la planification militaire quotidienne. Même si ces années ont été tendues, aucune guerre majeure n'a éclaté. Ces provocations ont cependant servi d'alerte. En février 2014, le monde a observé alors que la Russie lançait son offensive sur la Crimée. L'Ukraine était en chaos après la chute de Yanukovych lors de l'Euromaïdan, provoquant un vide de pouvoir et une crise politique. Profitant de l'occasion, la Russie a envoyé des troupes sans insigne, surnommées les Petits Hommes Verts, pour prendre le contrôle des points stratégiques de la Crimée. Le 27 février, le Parlement de Crimée avait été capturé,
et un gouvernement pro-russe installé. Le 16 mars, un référendum en Crimée a officiellement révélé que 97% des votants soutenaient le rattachement à la Russie. Mais le monde restait sceptique. Les observateurs internationaux ont jugé le vote inéquitable et illégal. 2 jours plus tard, le 18 mars, la Russie annexe officiellement la Crimée et y installe une forte présence militaire. Moscou a justifié sa décision par la majorité russe en Crimée, la base navale de Sébastopol et la crainte d'un rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN. La Russie évoque l'autodétermination, alors que la communauté internationale dénonce une violation de la souveraineté ukrainienne. Pour les États baltes, ce n'était pas seulement une information, c'était un avertissement direct. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont renforcé leur politique de sécurité, accru les dépenses de défense, accéléré la modernisation militaire et intensifié la coordination avec l'OTAN. Lors du sommet de l'OTAN 2014 au Pays de Galles, les Alliés ont réaffirmé l'objectif de 2% du produit intérieur brut pour la défense. L'élargissement de la force de réaction de l'OTAN et la création de la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, Very High Readiness Joint Task Force, capable de répondre à toute urgence en seulement 5 jours. En 2016, les États baltes étaient plus que jamais sur leur garde. Les actions russes en Géorgie en 2008 et l'annexion de la Crimée en 2014 montraient clairement que l'ombre de Moscou n'appartenait pas qu'au passé. C'était toujours un danger présent. Lors du sommet de l'OTAN à Varsovie, un plan crucial est né, la présence avancée renforcée. Ce n'était pas qu'une stratégie, mais une promesse. Des groupes tactiques de la taille d'une brigade seraient déployés dans les États baltes et en Pologne. L'Estonie accueillerait un bataillon britannique, la Lettonie un Canadien, la Lituanie un Allemand, et la Pologne une force américaine. L'Estonie a rétabli la conscription, renforcé la défense territoriale et investi dans la cybersécurité. La Lettonie a accru son budget de défense et construit des infrastructures pour soutenir les troupes alliées. La Lituanie est allée encore plus loin, augmentant ses dépenses de défense de 170% et modernisant son armée avec des systèmes d'artillerie avancés. Dans les 3 pays, les missions de police aérienne se sont développées. Les forces de réaction rapide ont été renforcées, affirmant clairement que les pays baltes ne seraient plus une cible facile. La Russie a aussi poursuivi ses actions. En 2017, avec la Biélorussie, elle a organisé Zapad, son plus grand exercice militaire commun depuis la guerre froide. Plus de 10 000 soldats ont participé, et chaque manœuvre était conçue pour envoyer un message fort. L'OTAN a suivi de près les attaques simulées ciblant le corridor de Suwałki, reliant les États baltes à l'Europe centrale. Long de seulement 65 km, soit environ 40 miles, et large de 20 à 50 km, soit de 12 à 31 miles, cette bande de terre était cruciale. Si la Russie venait à s'en emparer, les pays baltes pourraient être isolés du reste de l'OTAN. Soudain, ce problème lointain est devenu une menace réelle. L'OTAN a réagi aussitôt. Les déploiements, le renforcement des infrastructures et l'intensification des exercices conjoints ont augmenté. L'Estonie a installé de nouveaux radars et instauré une couverture conjointe pour surveiller les menaces. Les effectifs en guerre ont atteint 267 000. La Lituanie a installé les systèmes NASAM et modernisé ses armes anti-chars. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2020 et 2021, la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, renforçant la région de la mer Baltique comme jamais auparavant. Les pays baltes ont beaucoup investi dans la cyberdéfense et les contre-mesures contre la guerre hybride, tandis que l'OTAN a renforcé le partage du renseignement et la posture des forces. Passant de l'ombre des invasions passées à une défense moderne et coordonnée, les pays baltes s'étaient transformés. Ce qui paraissait vulnérable était maintenant soutenu par une alliance réactive, intelligente et unie. Et à travers tout cela, une chose est devenue claire, les leçons de l'histoire étaient appliquées en temps réel. Ériger un bouclier assez solide pour affronter les tempêtes du XXIe siècle. Mais ensuite est venue la manœuvre la plus brutale de la Russie. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion totale de l'Ukraine. Il ne s'agissait pas seulement de territoire, mais de pouvoir. Poutine avait déjà qualifié la dissolution de l'Union soviétique de grande tragédie. Et la guerre a montré qu'il voulait ramener l'Ukraine dans l'orbite de la Russie et bloquer l'expansion de l'OTAN. À l'est, plus de 190 000 soldats russes ont été massés à la frontière, créant la plus grande crise de sécurité que l'Europe ait connue depuis des décennies. Pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, le message était clair. Si la Russie attaquait l'Ukraine, ils étaient aussi menacés. La réaction a été rapide. L'Estonie a élargi son armée,
La Lettonie a rétabli la conscription en 2024, et la Lituanie a massivement investi dans des armes modernes. En même temps, ils ont apporté un soutien considérable à l'Ukraine. En 2022-2023, l'aide de l'Estonie équivalait à 1469% de son produit intérieur brut. La Lettonie a donné 1128% et la Lituanie 1145%. Des montants énormes pour de petites économies. Ils ont lancé la construction de la ligne de défense balte, un réseau de 600 miles de bunkers, tranchées et pièges anti-chars pour freiner toute avancée russe. L'Estonie prévoyait environ 600 bunkers. Ils ont renforcé leur défense cybernétique, amélioré la formation à la guerre hybride et accru le partage de renseignements avec l'OTAN. L'OTAN a également renforcé la région. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada ont déployé des unités spéciales. La Finlande et la Suède ont intégré l'OTAN, renforçant la défense de l'Europe du Nord. L'OTAN a renforcé ses forces de réaction rapide, organisé des exercices avec les armées baltes, et les États-Unis ont apporté 169 millions de dollars d'aide militaire d'ici 2021. Les États baltes prévoient de renforcer leurs forces armées. L'Estonie veut presque doubler ses soldats actifs, tandis que la Lettonie et la Lituanie accroissent aussi leurs effectifs. Les trois pays prévoient de porter leur budget de défense à 54% du produit intérieur brut d'ici 2029. L'Estonie a validé un plan de défense de 32 milliards d'euros jusqu'en 2029 pour des armes avancées et des centres de commandement numériques. Actuellement, une ligne de défense se forme avec bunkers et tranchées. L'Estonie a déployé des barrières anti-chars appelées dents de dragon, dispersées à travers les champs pour arrêter les chars dans leur élan. 15 heures par jour, cette usine lituanienne est en pleine effervescence. D'énormes machines, aux côtés des ouvriers, fabriquent des barrières par centaines. On les surnomme pyramides de béton, dents de dragon, pesant chacune des centaines de kilos, et barrages routiers en tiges métalliques de plus de 30 cm, appelés hérissons. Un nom de conte de fées pour un objectif sérieux, la protection contre une invasion russe. Les rivières, lacs et fossés renforcent la défense, faisant de la nature une barrière contre l'invasion. À Narva en Estonie, séparée de la Russie par une rivière, d'immenses portes en acier ont été installées sur le pont principal, prêtes à se fermer en quelques secondes. Ce ne sont pas seulement les habitants, l'Allemagne a aussi stationné une brigade entière en Lituanie. Près de 5000 soldats chars et véhicules blindés traversent de petits villages, tout comme en temps de guerre. En 2024, les pays baltes ont quitté le traité d'Ottawa, une décision controversée. Ce traité, signé par plus de 160 pays, interdisait l'usage des mines antipersonnelles à cause des lourdes pertes civiles causées lors des guerres passées. Il a longtemps symbolisé un monde voulant dépasser l'usage de ces armes. Pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, la menace russe surpassait les autres risques. En quittant le traité, ils ont obtenu le droit légal de réintroduire des mines. Placées avec soin dans des zones contrôlées pour stopper les chars et freiner l'invasion, non dispersées imprudemment. Pour eux, c'est une question de survie, pas d'agression. Le futur combat ne sera pas limité à la terre. La cybersécurité est une priorité. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont créé des commandements cyber pour contrer les attaques russes. La détection de drones, la guerre électronique et les systèmes de réponse rapide sont modernisés. Ces efforts s'intègrent au réseau de défense cybernétique de l'OTAN, formant un bouclier commun contre les menaces hybrides. Dans les airs et en mer, les progrès s'accélèrent. La présence navale de l'OTAN en Baltique a augmenté, avec des patrouilles régulières de navires américains, français et danois. La Lituanie et l'Estonie ont installé des systèmes norvégiens avancés de missiles solaires pour contrer les menaces aériennes. Le NASS-AMS est un système mobile de missiles solaires à moyenne et longue portée, conçu pour défendre contre avions, drones et missiles de croisière. Radars avancés, alertes précoces et surveillance par drone offrent aux pays baltes un meilleur contrôle de leur espace aérien et maritime. En même temps, la Russie se prépare également. À Kaliningrad, elle modernise ses missiles et ses systèmes d'artillerie. Au lac Ladoga, elle agrandit sa base navale pour accueillir des missiles de croisière. Moscou intensifie aussi les opérations secrètes, comme le sabotage sous-marin, tandis que des exercices imprévus et de rapides mouvements de troupes rappellent aux pays baltes une menace persistante. Pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, la guerre en Ukraine a marqué un tournant. Ils sont passés d'une préparation lente à une action urgente. Leurs futurs projets couvrent terre, air, mer, cyberespace et préparation civile. Avec l'OTAN à leur côté, ils construisent une défense suffisamment forte pour s'assurer que, si la Russie venait à s'intéresser à eux, le coût de l'agression serait trop élevé à supporter. Qui l'emportera, seul le temps pourra le dire.